Donc ça prend 2 heures de traverser le sud et le nord. Les 22 km, c'est à peu près 2 heures de traversée. Mais nous, de toute façon, on va s'arrêter sur plusieurs points de vue. Hein. Quand on va y aller, il y a déjà des sites comme la cascade de Topatari. Ensuite, il y a la cascade de Waihaururu qui a servi pour la publicité Tahiti Douche, entre autres. Ensuite, il y a la cascade Kuraha qui est l'entrée du volcan. Et c'est là qu'après, on commence à passer en moyenne vallée. Ça monte de 50 mètres, ça redescend, ça remonte. On arrivera à un point d'observation de la vallée de Maroto, qui est la vallée du volcan. Après, arrêt, photo. À chaque arrêt qu'on va faire, je vais vous raconter l'histoire de la Terre, les mouvements des tribus, l'histoire aussi géologique et un peu des mythes et légendes et aussi les histoires des anciennes familles royales. Ça, c'est des termes qui sont assez intéressants à parler. Plus personne ne parle aujourd'hui. Hein. Et il y a un restaurant au centre de l'île, c'est le Relais Maroto. Il y a 18 km de la côte, dans le cœur du volcan, à 250 mètres d'élévation. Donc, je pense que on a d'entre vous qui avez pris la formule avec le repas inclus. On s'arrêtera là-bas pour manger. Il y en a qui seront en mode pique-nique. Il y a moyen de pique-niquer là-bas au restaurant. Hein. Ils vous demandent juste de prendre une boisson, voilà quoi. 80% d'importation, que 20% d'exportation, hein, grosso modo. Donc, vous voyez, les navires arrivent de l'international ici. Et après, c'est sur des autres goélettes que ça va aller sur les autres îles. Donc, quand les navires ont choisi ici, Tahiti est devenu l'île numéro 1 de toute la Polynésie. Il y avait déjà une émergence de famille royale, mais a été mis en place un roi, Pomare, qui était le premier roi chrétien, et c'est pour ça qu'il est dans les livres d'histoire. Donc, c'est là, à ce moment-là, que la royauté de Tahiti a primé sur toute la Polynésie, qui est devenue française à ce moment-là. Donc, la Polynésie, c'est quand même 119 îles, 119 volcans à peu près, et sur une surface grande comme l'Europe, 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est très grand comme l'Europe, mais quand tu mets la somme des terres émergées ensemble, on a à peu près la moitié de la Corse. Donc, on est petit comme un département, mais on est aussi grand que l'Europe. L'autre richesse de la Polynésie, c'est surtout l'espace. L'espace entre les îles. Et c'est pour ça que, au niveau de la population, on n'est même pas le quart d'un million, hein, autour de 250 000 habitants. Mais c'est comme si tu avais la population d'un département à qui tu avais donné toute l'Europe. C'est pour ça que les gens ici, ils prennent leur temps, sauf qu'on c'est pour faire la fête, et ils sont très sympas aussi. C'est parce que ici c'est comme un petit village. Hein. Après la grosse population, 80%, elle est sur Tahiti. Dès que tu vas aller dans les autres îles, ça va être beaucoup moins de personnes, quoi. Et c'est pour ça que par rapport à ici, les deux grandes richesses sur la Polynésie, c'est l'espace. Et sur Tahiti, c'est l'eau, de l'eau illimitée. Donc, on est très très loin des continents. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas tombé dans une saturation au niveau touristique. Et enfin, notre chauffeur est arrivé. Quand a été explosif, il y a eu des projections de gros blocs qu'on appelle des bombes de lave. Et plus on se rapproche du centre, plus on verra ces gros cailloux. Mais le volcan a été aussi efflusif, donc des coulées de lave. À l'extérieur du volcan, la lave coule toujours en direction de l'océan. Mais après, tout se refroidit, sauf là où la lave continue de couler. Donc toute la structure se refroidit autour d'un tube de lave. Il y a 800 000 ans, c'était de la lave en fusion qui sortait de ce trou là-bas. Voilà. Et maintenant, c'est fini l'ère de feu, c'est l'ère de l'eau maintenant.
Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres cascades sur le chemin. Par exemple, on en a 30 qui ne vont jamais s'arrêter de couler. Que ce soit matin, le soir, toute l'année, 30 non-stop. S'il se met à pleuvoir pendant 2 jours seulement, on va passer à 100 cascades dans la vallée. Ça monte très vite. On passe à 5 jours de pluie, on va passer à 500 cascades dans la vallée. Donc là, c'est exponentiel. C'est pour ça qu'au niveau de la pluviométrie aussi, on passe plus en centimètres, on passe directement en mètres. On est à 12 mètres d'eau. Tout est absorbé par le sol, la végétation, ça va dans les rivières. Et ici, le nom Papenoo, il y a tellement d'eau ici que, comment dire, tout au long du chemin, on va voir des cascades. Même dans cet après-midi, quand on va monter à plus de 700 mètres d'altitude, il y aura encore des cascades au-dessus de nous. Et tout le long, ça reste vert, parce que ici, c'est tellement plein d'eau que on va osciller entre le vert du printemps et le vert de l'été. Voilà, pas d'automne, pas d'hiver, mais ça reste que dans le vert. C'est pour ça. Donc là, ici, on est juste à la première partie alors. Et après, notre prochain arrêt, ce sera au niveau de Waihauru, deuxième cascade. Ça marche. Donc, on ne va pas trop insister dessus, mais vous voyez que ça va très loin. Ceux qui entendaient ce signal frapper dans un mappé, et comme ça, là, on pouvait aller en à peine 5 minutes, couvrir des kilomètres et des kilomètres de distance. Donc, les arbres ont aussi une autre fonction dans les vallées. C'est de la nourriture, mais c'est aussi autre chose. Ça, c'était la lame. Son nom scientifique, c'est le Barringtonia asiatica. On l'appelle aussi le bonnet d'évêque au niveau du fruit. Le fruit lui-même, il peut voyager 5 à 6 mois sur l'océan et seulement quand il arrive sur une terre, il se transforme en cet arbre qu'on voit juste là-bas. Voilà. Et c'est le seul autre voyageur à part la noix de coco. Donc c'est pour ça que Hotu, on va le trouver sur plein d'îles. Là, on change de territoire du coup? Voilà. Par rapport avant, il y avait les clans de la côte, ouais. Après les clans des montagnes et les clans des hautes montagnes. Donc déjà là, on passe le milieu division. Et le plateau qui est là, c'est un plateau qui est accessible, mais c'était le chemin derrière. Il y avait un chemin qui était à droite. Il y a des sauvages, la chèvre sauvage, des choses sauvages. Les coins, c'est comme des scènes, comme si tu étais dans un film de Indiana Jones. Côté aventureux, tout ça. Voilà. Et du coup, tu fais des excursions à la journée et à la demi-journée ou qu'est-ce que tu fais comme offre? Oui, on fait aussi des excursions à la demi-journée, des tours de 4 heures. Mais la plupart du temps, j'essaie de proposer plutôt la journée entière parce qu'en demi-journée, on ne fait même pas la moitié de ce qu'on fait en journée. C'est trop rapide. Entière. Oui, voilà. Le temps de récupérer les gens à leurs hôtels, de venir dans la vallée, hop. Si à peine tu vas passer 2 heures dans la vallée, il faut déjà ramener tout le monde. Alors que là, pour aujourd'hui, c'est un tour de 8 heures. 8 heures. Et combien de kilomètres on fait en tout dans la journée? Presque 100 km. On dira que toute la traversée en elle-même, c'est 35 km. Mais après, il y a le chemin pour y arriver. Et quand on ressort de l'autre côté, on est à 47 km de Papeete. Donc, voilà. Tu as déjà 35 plus 47.
Et on n'a pas encore parlé de l'endroit qu'on a quitté pour venir à la vallée. C'est sûr. Mais même si c'est beaucoup de conduite, c'est un métier qui me va bien. J'aime bien. Ça se ressent. Voilà, merci. J'aime bien échanger sur ce plan-là et il y a beaucoup de belles histoires que j'ai apprises avec le temps. Certaines sur les livres, hein, en me documentant, mais beaucoup c'est en écoutant les anciens quand ils parlent. Comme cet ami Hiro que je t'ai présenté, des fois c'est avec des anciens guides de randonnée, des anciens guides safari, et après le fait de rester à côté d'eux, ils vont expliquer leurs histoires, et après c'est des histoires, certaines sont tellement magnifiques que tu vas les mémoriser, et après c'est toi qui vas les raconter à d'autres personnes. Et oui, franchement, c'est des histoires qui sont fascinantes, qui te transportent et qui après, des fois, qui remettent les points sur les i. Je veux dire par là, sur la compréhension des Polynésiens, Polynésiennes, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça par rapport à telle chose, pourquoi ils se braquent quand on dit autre chose. Mais ça, pour le savoir, si en regardant dans l'histoire, dans le passé, on comprend mieux. On va continuer un peu là, on va s'arrêter après, donner d'autres explications avec la... C'est 70% des besoins de l'île en énergie. Et le reste, c'est les générateurs qui marchent aux hydrocarbures, dans la partie sud alors. C'est le DT alors. Hein. Comme ils travaillent ensemble, on a à peu près le même prix toute l'année. Mais dans la saison des pluies, c'est eux qui vont faire plus d'économies. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a cette route-là. Et on dira que il y a toujours des accès hein, pour arriver à ces zones-là. Quand on va continuer encore un peu, on va voir sur la droite un gros caillou et il y a un chemin qui descend. Les voitures se gardent d'habitude là-bas. Après, ils vont descendre le chemin pour arriver en bas, là où il y a la petite plage de sable noir. Joli coin pour camper, pour pique-niquer. Et de là, tu traverses la rivière et en marchant, tu arrives jusqu'à la cascade. Celle-ci, ça fait partie des 30? Voilà. Oui. Tout le temps là. Vous l'avez vu dans Ushuaïa, Nicolas Hulot, et avec en 1961 une pub qui s'appelait Un petit touche. Oui. Voilà. Une des filles qui a fait la pub, elle a eu le premier rôle pour une super production hollywoodienne qui a eu lieu 3 ans après, 1964, Les Révoltés de la Bounty avec Marlon Brando. C'est elle qui va être le rôle principal. Après, elle va se marier à Marlon Brando et ils vont aller s'installer à Tetiaroa. Ils vont faire un hôtel. Voilà. Et maintenant, c'est les hôtels intercontinentaux qui ont refait un nouvel hôtel. C'est celui-là, le Brando. Alors, là. Ça, c'est le top, qui coûte entre 8 000 à 13 000 euros la nuit. L'avion, c'est tous les 3 jours. Donc, vous s'accrochez. Voilà. Puis en hauteur, il y a des cochons sauvages et des chèvres sauvages. Il y a des chasseurs qui ont planté plein d'arbres fruitiers pour nourrir les animaux. L'endroit le plus dangereux dans notre traversée, quand c'est la saison des pluies, le niveau monte et après, donc c'est sur le jaune, ça va. Quand ça monte au rouge, c'est beaucoup trop dangereux. Ça pourrait nous emporter. C'est ici, on annule les tours. Si ça monte au rouge. Il y a après des capteurs dans le sol qui font s'allumer une lumière rouge à l'entrée de la vallée pour dire danger, ne pas entrer. Mais ça, il peut y avoir juste ça d'eau, ça va quand même s'allumer la lumière. Ça, c'est plutôt pour dissuader les touristes, ceux qui ne connaissent pas, de venir aussi loin des terres comme ça. Alors que nous, on est des professionnels. Nous, on va venir quand même voir à quel point. Et des fois, ça peut que le niveau est haut, mais tu prends ton temps pour arriver. Le temps que tu arrives, le niveau redescend. Là, par exemple, on peut bien voir qu'il y avait hier du coton, le placenta ou le fœtus de
donc la déesse du volcan, qui a quitté ces terres à la recherche de l'amour qu'elle a trouvé sur les îles de Hawaï. Quand elle a quitté ici, le volcan s'est éteint et s'est activé à son arrivée sur Hawaï. Maintenant, c'est le Kilauea qui est en activité. Yaura. Et après, allez, tant qu'on est là, je vais monter un autre. Ça, c'est un pétroglyphe. Donc, je reviens ici. Les pétroglyphes, c'est la première forme de communication qu'on a trouvée des anciens. Quand ils sont arrivés ici, c'était une période préhistorique. Tout simplement parce que tous les glyphes qu'on retrouve, c'est des glyphes sur des pierres. Il n'y a aucune lettre. Ça veut dire que les lettres n'existaient pas à cette période-là. Donc dès qu'on parle de glyphes, ça fait penser à hiéroglyphes. Donc c'est tout de suite des civilisations anciennes. Donc celui-ci est l'un des plus importants. Ce glyphe-là représente ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle polynésien. Hawaï, Nouvelle-Zélande, île de Pâques et la Polynésie au centre du triangle. Donc, ça c'est la vue, la vision polynésienne de ce qui a été, traduit par Paul Niva, qui est un archéologue, une sommité ici. Ça représente l'arrivée des ancêtres et sur les îles de Marquise, Tahiti et les îles Cook. Ça peut changer les versions, mais dans les anciennes versions, c'était marqué à moins 800 avant Jésus-Christ. Après, à travers les années, ça se peut qu'il change selon les nouveaux historiens, etc. Après, ça, c'est Rapa Nui. Colonisation, découverte colonisation de Rapa Nui. On est alors en 500 après Jésus-Christ. Ça, c'est Hawaï. Découverte et colonisation de Hawaï en 700 après Jésus-Christ. C'est notre découvreur qui s'appelait Honoura, qui a quitté Tautira à la recherche de nouvelles terres, et c'est lui qui a trouvé Hawaï. Honoura est arrivé sur une des plages et il a nommé cette plage Honolulu, de la capitale. Et après, en 900 après Jésus-Christ, c'était là Hawaï. C'est la Nouvelle-Zélande, Aotearoa, en 900 après Jésus-Christ. Et c'est de Papara qu'une pirogue a quitté. Elle s'appelait Tainui, cette pirogue. Elle a quitté Papara et est arrivée en Nouvelle-Zélande. Donc, ça c'est Teao Maori en tahitien, ce qu'on traduit par le monde polynésien. Donc, eux, ils mettent des cercles parce que ça, cette vision-là d'un triangle, c'est par un satellite. Les scientifiques ont vu une triangulation sur des points éloignés en partant du ciel. Nos ancêtres ne sont pas venus du ciel, ils sont venus par bateau. Donc, les ondes sont plutôt répertoriées par ces cercles-là aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que ça, c'est ce que les scientifiques appellent aujourd'hui les triangles polynésiens. Et après, comme je peux, là on va rebondir sur un truc, des fois il faut se méfier de nouveaux symboles qui exploitent des anciennes idées. Voilà quoi. Hein. Alors si tu vois dans le vidéo des gens qui ont commencé à faire des sectes, les triangles polynésiens, là ils sont complètement mal barrés, là, parce que ça n'avait rien du tout à voir. C'était ça le symbole originel quoi. Hein. Donc, les pétroglyphes, on les retrouve sur les pierres, mais la pierre s'estompe avec le temps, ça s'effrite. C'est pour ça qu'il a fallu trouver d'autres supports qui vont tenir sur le temps et si possible se renouveler sur le temps. C'est là alors qu'on a les tatouages. De ça, après on le retrouve ici. Par exemple sur moi, là j'ai les pétroglyphes. Voilà.
Regardez ce tableau. On a 5 qui représentent les 5 archipels de la Polynésie. Après, à la base, moi ce que je dis, c'est que c'est ça la base du tatouage. C'est le message des anciens qui doit continuer à travers le temps et être enseigné aux futures générations. Donc, à travers le tatouage, on continue à faire passer la culture. Donc, après, bien sûr, les tatouages aussi, c'est l'identité d'une personne. Hein. Par exemple, avant, quand tu allais dans une île, même si tu ne parlais pas sur ton tatouage, on pouvait savoir de quel archipel tu viens, quelle île sur l'archipel et quel est ton rang social. Genre, il y avait, on dira, voilà, la personne arrive, tu sais si elle vient des Marquises, si elle vient des Tuamotu. Et après, il y avait aussi des signes, par exemple, avant il y avait les vassaux, qu'on appelle les plébéiens, qu'on appelle les manahunu. Ensuite, tu montes au Ra'atira, qu'on appelle les propriétaires terriens ou la middle class. Et tout en haut, Hui Ari'i, ça veut dire la royauté. Et donc, sur ton tatouage, on pouvait savoir si tu étais royal, si tu étais de telle classe ou de telle autre classe. Il y avait une classe qui, eux, pouvaient, comment dire, évoluer de Manahune jusqu'à rejoindre la royauté. C'était les Arihoi, les artistes. Après, il y a plusieurs niveaux de Arihoi. Il y avait jusqu'à 8 niveaux, si je me souviens bien. Donc, sur le tatouage, on sait si tu es de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 8. Grosso modo, on dira, quand tu as les tatouages de niveau 1, ben, tu es un artiste, mais bon, tu chantes pour toi-même. Quand tu commences à passer niveau 4, niveau 5, tu commences à être connu et les gens viennent te voir pour, quand tu fais des arts oratoires ou de la danse ou des chants. Et quand tu passes au niveau 8, c'est plus pour les gens, c'est que pour la royauté. Tu rejoins la famille royale et tu chantes, tu fais des danses que pour la famille royale. Et c'est sur ton tatouage, tu peux savoir quel niveau il y avait en tant qu'Arihoi. Et les Arihoi, c'était les seuls qui pouvaient sortir de la classe des Manahune, donc des plébéiens, pour rejoindre la royauté. Aucune autre classe ne pouvait le faire. Les Manahune restent en Manahune. Manahune ne va jamais voir Hui Ari'i, encore moins les Ra'atira. Il y avait un don, en fait, tu sais qu'il y avait un don. Exactement. Voilà. Et ce pouvoir-là, ce don-là, ils ne pouvaient pas le transférer à leur descendance. Les Arihoi n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants. Ah bon, c'était ça. Hein? Donc, et ça pouvait être très strict. Hein? Parce que si le Arihoi, lui, peut rejoindre la royauté, il n'a pas le droit d'avoir des enfants. Parce que ça voudrait dire que les enfants pourraient rejoindre la royauté sans avoir un statut. Donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Ça faisait des artistes. Le soleil monte dans le ciel. Seulement quand la lumière du soleil touche le sol, c'est là que la terre se réchauffe. Donc tu es dans la lumière, mais il fait toujours un peu frais. Et là, ça se réchauffe. Et ensuite, le soleil continue sa course. Et quand il se couche de l'autre côté, les derniers rayons du soleil vont frapper cette montagne. C'est elle qui va avoir la fameuse bande orange, qui va monter, monter. Et après, ça va devenir rouge au niveau de la crête. Et quand ça sera rouge au niveau de la crête, c'est ça qui va signaler le coucher du soleil pour le clan des montagnes. Comme vous ne pouvez pas voir la mer, donc c'est elle l'horloge solaire. Et à la base de cette montagne, c'est l'épicentre du volcan. Donc de là, après nous, on va continuer. On en a à peu près pour une demi-heure. Et on va s'arrêter au relais Maroto.
Ouais, on le voit là-bas. Il a été creusé quand ce tunnel? Ça a été terminé en 92. Ah, c'est récent. Oui, voilà, c'est ça. Les vallées n'étaient pas reliées avant. Non, c'était qu'en randonnée que tu pouvais passer de l'autre côté. Voilà, depuis 92, maintenant en voiture, on peut passer. C'est le seul endroit où tu passes d'un coin de l'île à l'autre coin. La seule traversée possible de Tahiti, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Allez, c'est parti. Il y a aussi des goyaves normales hein, qui sont jaunes et roses à l'intérieur. Mais ces goyaves-là, elles sont meilleures. Quoi. Mais elles sont inaccessibles. Hein, c'est pour ça. Donc là, on va bientôt passer de l'autre côté. On va traverser le tunnel de Urufa. Toujours un peu. Ils sont tous là-bas, là. Dans la mythologie grecque, on a quelque chose d'assez similaire en Polynésie. D'ailleurs, c'était plusieurs divinités, un culte polythéiste et un culte animiste, c'est-à-dire qu'il y avait des créatures de légende. Des énormes griffes qui pouvaient te tailler en pièces. Ça faisait peur aux enfants. Ouais, c'était ça. Comme aussi Pi'ihoro, qui est l'équivalent du cerbère. Les gens sur Paia, par exemple, comme les enfants, les jeunes, quand ils reviennent à la nuit, ils crient seulement. Donc, les parents racontaient que tu ne dois pas crier quand tu reviens à la nuit tombée. Parce que si tu cries, tu vas énerver Pi'ihoro. Et il va venir, il va te manger. Et dans les croyances, Pi'ihoro, il était grand comme un bœuf. Donc, c'était un énorme cerbère, un chien de l'enfer à peu près, qui apparaissait et qui pouvait te gober et après il disparaissait. Et donc il apparaît dans plusieurs autres légendes aussi. Pi'ihoro. Voilà. C'est un animal très typique, très symbolique de Tahiti. Hein, parce que Pi'ihoro représente aussi l'animal totem de certains clans. Et ça devient leur protecteur. Moi je suis du clan des Teva, donc moi je suis un descendant de l'homme requin. Donc notre tatouage, c'est un requin et notre totem niveau familial du côté de mon père, c'est donc le requin. Et c'est pour ça que maintenant d'ici, hein, vous voyez les cascades, elles sont toujours là grâce aux pluies. Nous quand on va descendre, on descend par là, mais après on revient par ici, ça va être une assez saccadée descente, mais tranquille. Et après, on va voir une belle montée de l'autre côté. Si vous voyez un chemin qui est là-bas, c'est ce chemin-là qu'on va rejoindre. Après, ça monte encore. Et après, on aura une sacrée descente pour aller jusqu'au lac Waihiria. Voilà. Il est à 400 mètres d'élévation. C'est un lac naturel. Hein. On peut voir au niveau de la montagne 2 effondrements. Ça a eu lieu il y a 500 ans. C'est là que ça fait un barrage naturel qui a emprisonné les eaux. Donc pour y accéder, voilà, à peu près une demi-heure. Ils sont débarrassés. Sinon, il y a eu un produit qui a été pulvérisé, c'est un champignon bactérien. Pour attaquer la plante, ça assèche la plante. Comme on voit, là, il y a des feuilles qui ont été attaquées. Hein, ça veut dire qu'ils ont mis l'agent bactérien, quoi, hein, le champignon. D'ici quelques années, ça va mourir et ça ne va pas repousser là où c'est mort.
la noix de coco, il y a 3 points. Pour pouvoir la boire, tu cliques un, après tu bois. Ça symbolise le baiser divin et du monstre. Ensuite, il disait, un jour tu m'aimeras. Elle aimait le fait d'avoir quelque chose à boire avec l'eau de coco, quelque chose à manger avec un cube de noix de coco. Après, il disait, un jour tu auras besoin de moi. La noix de coco en elle-même, ça peut servir comme bol. On peut utiliser les fibres autour de la noix de coco pour faire le feu. Et quand tu sais tresser les palmes de noix de coco, ça fait les cloisonnements, la toiture de ta maison, les cloisonnements, les fenêtres, les portes. Tu peux faire un chapeau, tu peux faire un matelas, tu peux faire un balai, tu peux faire un sac, tu peux faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que maintenant, ce lac, c'est le symbole de l'anguille sacrée. C'est pour ça que les anguilles sont sacrées sur Mataya. Personne ne les mange. Alors que dans le nord, les anguilles sont mangées. Voilà. Dans le nord, ils disent elles sont sacrément bonnes. Ici, elles sont juste sacrées. Voilà. Les anguilles aux yeux bleus? Oui, oui. Oui, parce que le truc, c'est qu'elles ont les yeux bleus. Quand elles vont aller à l'embouchure pendant 2-3 jours, c'est parce que c'est la période pour la reproduction. Donc elles vont là-bas, et une fois qu'elles restent dans cet environnement d'eau douce et d'eau de mer, les yeux vont devenir bleus, se met en mode océanique. C'est là qu'elles peuvent aller très loin sur l'océan. Ils vont faire leur bébé et ensuite ils vont revenir, seulement les anguilles les plus fortes vont revenir. Donc c'est pour ça que quand elles ont les yeux bleus, c'est plutôt qu'elles sont en mode océanique. Et l'île de Huahine a commencé déjà à s'enfoncer dans l'océan. C'est pour ça que l'eau dans les rivières, ça devient un peu de l'eau de... Voilà, c'est ça quoi. Donc c'est pour ça. Donc voilà, ici, c'est les anguilles sacrées sur Mataya. Il y en a vraiment beaucoup là. Plus trop maintenant. Maintenant, le truc c'est que le lac, avant il y avait des rivières.